a plusieurs raisons qui rend cette visite un peu rapide, mais tout de même très plaisante, qui m'attache à Nantes et à Aurore Gaillet, à cet ouvrage. Donc je suis très content de me retrouver parmi vous. L'esprit de cette journée me plaît énormément. Je pense qu'il y a quelque chose à voir avec la personnalité d'Aurore Gaillet, c'est-à-dire qu'elle peut aimanter dans cette assemblée deux des plus importantes figures de la pensée juridique européenne des 30-40 dernières années, le professeur Grimm, le professeur Suppiot, et donc j'insiste sur pensée juridique peut-être, mais à côté des doctorants, des étudiants des masters, et c'est ça l'esprit, je pense, de la culture universitaire, cette capacité qu'on a et que Aurore représente si bien, d'être unis, en dépit des différences d'âge, des carrières, unis par une forme de recherche de la vérité. Pardon par ces gros mots. Après, je trouve donc que ce livre est un livre important et qui méritait cette discussion avec un parterre aussi prestigieux. Il faut dire qu'il fait écho à une tradition française. J'espère qu'Aurore ne va pas prendre peur à cela, mais la parution de ces livres correspond presque jour par jour, mais un siècle après, à la parution d'un autre ouvrage très marquant du droit comparé, portant sur une cour, la Cour suprême des États-Unis. C'était l'ouvrage d'Edouard Lambert, autrement célèbre, Le gouvernement des juges. Alors, je pense qu'effectivement, il y a un parallèle à faire entre cet intérêt du droit comparé pour les cours, pour les juridictions. Ce n'est pas aussi courant que cela dans un pays comme la France. Et même si ces ouvrages ont des tonalités très différentes, on l'a un peu dit ce matin, sans doute Aurore est beaucoup moins critique, mais ça s'explique par le contexte que l'était Édouard Lambert en 21. Mais le fait qu'il y ait cette coïncidence 1921-2021, à mon avis, n'a rien de hasardeux. Comment parler ces livres? Bon, ça c'est déjà un problème parce que je suis d'accord avec beaucoup de choses. Plus encore, j'ai eu la chance, je l'ai dit parce que Aurore m'a fait l'amitié de les rappeler dans sa préface, j'ai eu la chance d'échanger avec elle lors de l'élaboration du manuscrit, d'avoir connu plusieurs versions du texte et d'avoir découvert au fur et à mesure qu'il s'activait. Et d'une certaine manière, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est un peu prolonger ces dialogues en insistant sur peut-être deux points qu'on avait signalés à l'époque. Mais en gros, je voudrais d'abord souligner trois aspects qui me semblent centraux du livre, avec lesquels je suis d'accord, et qu'on peut reconstruire dès les titres même de l'ouvrage. Premier élément, peut-être le plus simple, mais qui montre toute la subtilité du raisonnement d'Aurore, simplement le fait de parler d'une démocratie par le droit, et non pas la démocratie par le droit. Une démocratie, à mon avis, je vais revenir dans mon exposé, ouvre déjà une perspective très large de réflexion. Et donc, c'est déjà une subtilité très importante. D'autre part, et là, bon, vous voyez, je pars du plus superficiel au plus important, il y a une thèse, on pourrait dire, qu'on partage avec Aurore, et qu'Aurore met en quelque sorte en action dans les livres, que j'avais énoncé d'une manière un peu plus théorique ailleurs, c'est l'importance de la rupture de 1945. Et ça, c'est un élément clé, à mon avis, pour faire du droit constitutionnel comparé, mais pour faire du droit européen en général. 1945, c'est une rupture dont on ne mesure jamais assez l'importance qu'il y a eu dans l'histoire du droit européen. Et d'une certaine manière, ce qu'il nous raconte ici, c'est un peu l'un des produits les plus importants de cette rupture post-1945. D'ailleurs, vous aurez remarqué que la date du début de cette reconstruction est 1945, pas 1949, la date du Grundgesetz, pas 1951, la date de la mise en place de la Cour, mais 1945. C'est d'ailleurs le moment de la défaite allemande, le moment de la naissance d'une nouvelle époque pour l'Europe, et en particulier pour le droit. Et puis, troisième élément, on gagne en abstraction, mais sur lequel je crois que je le partage, je vais les formuler à ma manière.
sans doute, peut-être Aurore formulerait autrement la même idée, mais je pense que ces livres, quelque chose a été dit un peu tout à l'heure, implicitement du moins par Christophe, ces livres offrent peut-être une histoire politique à travers le droit. Une histoire politique à travers le droit, même si Aurore ne va pas si loin, et c'est l'un des points sur lesquels je vais essayer de pousser un peu, mais il est clair que, en partie, cette périodisation, qui a été critiquée tout à l'heure, enfin critiquée amicalement, et qui s'arrête en 61, prend tout son sens quand on a en tête surtout l'histoire politique. C'est-à-dire qu'en gros, il va faire l'histoire de la Cour constitutionnelle fédérale de la reconstruction allemande, cette triptyque démocratisation, normalisation, consolidation, et qui coïncide avec les années Adenauer. Adenauer, on peut dire Erhard aussi, parce que c'était son ministre d'économie, et ça va, Dieu sait que ça va être marquant pour la reconstruction de cette Allemagne fédérale. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de pousser un peu deux aspects sur lesquels on avait discuté. Bon, d'une part, je lui avais souligné qu'il donnait trop de place peut-être au Conseil constitutionnel. Il m'a pas suivi. Et je pense qu'il a gardé, et c'est très bien, parce qu'il garde cet élément de comparaison, même si on ne ressort pas trop fier de cette comparaison. Et puis l'aspect politique, les liens entre droit et politique. D'ailleurs, on avait discuté beaucoup sur l'un des intertitres de l'époque, quand elle avait mis un constitutionnalisme transformateur. Moi, j'avais dit, je ne suis pas tout à fait d'accord. Et donc, elle a trouvé une très belle formule, refondateur, un constitutionnalisme refondateur qui me semblait mieux que constitutionnalisme transformateur. Pourquoi? Parce que d'une certaine manière, ce que je vais dire se place dans la tension qui est propre de cette période qui s'ouvre en 1945, de ce qu'on appelle désormais constitutionnalisme transformateur et l'érection du système constitutionnel de l'État de droit, dont la Cour constitutionnelle est la pièce maîtresse avec la définition des droits fondamentaux. Bien entendu, quand j'ai dit une histoire politique à travers le droit, c'est que l'aspect politique nous intéresse dans sa logique du droit constitutionnel, c'est-à-dire comment il fonctionne en tant que droit constitutionnel. Et donc, c'est dans ce sens-là que la tension entre cours constitutionnel et constitutionnalisme transformateur pourra être éclairée de deux manières. C'est les deux parties que je vais épouser l'une après l'autre. C'est-à-dire que dans son premier aspect, je dirais, et c'était un peu évoqué tout à l'heure par Alain lors des débats, je reviendrai sur l'aspect social, qui est l'aspect qui va rester un peu en dehors de cette première décennie de la Cour constitutionnelle, on pourrait dire de cette première période allemande, mais l'éclairage qui nous offre Aurore montre déjà les bases. Et puis je vais me poser en deuxième partie, en quelque sorte, la question du point de vue français. J'ai ferré avec en reprenant la formule, j'ai annoncé cela à Christophe tout à l'heure, de Bernard Sombart, pourquoi il n'y a pas de socialisme aux États-Unis, on dirait, pourquoi il n'y a pas eu de Cour constitutionnelle en France en 1946. Je vais essayer d'avancer dans ces deux sens-là. D'abord, pour le livre, je dis, le livre est tellement subtil que même s'il appelle sans doute à un deuxième volume, un deuxième tome, il nous permet déjà de voir, dans ce qui développe Aurore ici, certains de ces aspects qui ne sont pas traités directement dans les textes lui-même, tout simplement parce que la Cour, à cette période-là, n'est pas encore dans ce qu'on pourrait rappeler le problème de l'État social. Le problème de l'État social. Cependant, encore une fois, les livres, c'est deux moments où ces commentaires d'arrêt échappent, et c'est symptomatique, dirait l'autre, échappent à 61, c'est les commentaires qu'elle fait très rapidement, mais de manière très éclairante, avec deux arrêts, celle du 18 juillet 1967 et Jungenhilfe, et celle du 18 juillet 1977, Weissenrente Swat. Parce que là, s'annonce déjà une direction que la Cour va prendre, à mon avis, de manière plus décisive à partir de l'arrêt Numerus Clausus de 1972. Je ne sais pas, je ne crois pas, je ne l'ai pas trouvé dans
dans le texte, mais il est peut-être, et qui va être plus importante. Mais déjà, on peut voir là quelques éléments émergents qui vont apparaître à la jurisprudence postérieure. Dans Kilf, la Cour dit que le principe de l'État social requiert de l'État, qu'il veuille à l'équité de l'ordre social. Et, bien entendu, à l'époque, on ne quitte pas cette logique stabilisation, normalisation, modernisation, et on est déjà sur une économie sociale de marché. Désormais, ces mots ne nous ressemblent plus à un barbarisme. Il y a même des partis socialistes qui ont cru bon, au moment du débat d'une constitution européenne, de promouvoir comme programme l'économie sociale du marché. C'était inimaginable dans les années 50-60, mais bon, les choses changent. Et en même temps, dans une autre décision de 1954, qui est commentée également par Aurore, il y a déjà cette inscription, à mon sens, avec des résonances chrétiennes très importantes, de l'individu à la communauté. C'est une invention de Kilf de 1954. Et puis déjà, avec Weissenrand et Zweite, on a déjà les bases de ce qui va permettre, d'une certaine manière, la fondamentalisation, comme dirait un collègue, la fondamentalisation des droits sociaux qui ne sont pas reconnus comme tels, pratiquement pas dans le Grundgesetz, c'est-à-dire l'idée de la dignité de la personne humaine. C'est la voie que la Cour va suivre dans une jurisprudence un peu plus récente. Mais entre-temps, il y a le moment même où la Cour est mise en place, et c'est le cœur de la période étudiée par Aurore, et là, la Cour va tout de suite, dès la fin 1951, donner dans une décision importante un principe qui va avoir des échos très très fort, surtout que, encore une fois, il va y avoir ces débats avec la doctrine. C'est l'idée que la réalisation de l'État social revient essentiellement au législateur. Et là, bien entendu, nous avons ces débats très importants qui vont avoir lieu dans l'association allemande des professeurs de droit public, avec cette position très connue de Ernst Forsthoff, qui va mettre en cause l'idée même d'état de droit social, comme une contradictio interminis, qui était reconnu dans l'article 20 de manière parallèle à l'article 28. Et il y aura une discussion très importante. Je ne l'écrivais pas dans le texte, mais justement c'était intéressant par rapport à la question que Alain Suppiot posait ce matin. Il faut se souvenir qu'effectivement, avec deux modèles de constitution très différentes, comme celle de la française de 1946 et celle de l'allemande, enfin le Grundgesetz de 1949, l'un des contradicteurs de Forsthoff, qui est Wolfgang Abendroth, qui va suivre après une carrière plutôt dans la science politique. C'est à l'époque où on quitte souvent le droit public pour la science politique parce qu'on pense que c'est plus moderne. Il va rappeler tout de même, dans la défense de l'idée d'état de droit social, dans l'idée que l'idée d'état de droit social est un concept concevable, non seulement les racines weimariennes et même socialistes, mais la possibilité donnée par le Grundgesetz, l'article 9, de la socialisation qui existait, que le constituant de 1949 avait gardé, même si ça deviendra une possibilité plus ou moins théorique. Il faut dire que dans les débats constitutionnels, et ça c'est très important quand on fait l'histoire des concepts juridiques, il faut dire que même les socialistes très modérés qui se réunissent au Conseil à Bonn ne sont pas à l'origine de l'idée d'état de droit social. C'est une idée de compromis. Les socialistes allemands de l'époque, les SPD de l'époque, qui est en train d'évoluer, proposaient république sociale comme définition de l'État allemand. Et donc finalement cet état de droit social et démocratique qui va faire flore, désormais c'est l'une des notions les plus répandues dans le droit constitutionnel comparé, au point que par exemple la constitution et les projets des constitutions chiliennes de l'année dernière, qui était l'une des plus avancées au monde, se définissaient également, pour des raisons qui m'échappent un peu, c'est sans doute le manque d'imagination des constitutionnalistes, également comme un état de droit social. Bien entendu, vous connaissez l'histoire qui passe par l'Espagne en 1978, effectivement, qui va assurer à cette notion qui était typiquement allemande, comme on disait en France, des mots valises, quand on apprenait l'allemand, des mots valises qui nous semblaient inélégants, va occuper une place de choix. Ce qui est important ici, c'est, d'une certaine manière, Aurore
le rappelle, parce qu'elle rappelle la position de Forsthoff, c'est que Forsthoff s'inscrit dans la vieille, on pourrait dire, dans le droit fil de la tradition initiée par Lorenz von Stein, de l'idée qu'il peut y avoir une Daseinvorsorge, mais qui se retrouve dans le droit administratif. C'est l'administration prestataire et non pas le droit constitutionnel, et encore moins en traduction des droits sociaux fondamentaux. Ça, c'est très important, je n'ai pas le temps de développer, mais dans l'évolution de la jurisprudence de la Cour en matière des droits sociaux, l'arrivée à Karlsruhe d'un disciple de Forsthoff, un disciple de gauche, à la figure de Ernst Wolfgang Bückenford, va avoir une importance très importante, une importance très déterminante, pardon, pour figer, dans un palier qui à mon sens est différente, la doctrine de la Cour en matière des droits sociaux, notamment vous rappeler par rapport au problème de la démocratie. Ce qui va d'une certaine manière donner on pourrait dire un tournant de gauche à la position de Forsthoff, mais qui reste cette position-là. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est de voir que, et peut-être c'est l'une des raisons que je vois un théoricien peut-être du droit du succès de la Cour, c'est que justement la Cour, dans cette jurisprudence des premières années et dans la décennie qui suit, va d'une certaine manière construire, va donner un contenu à cet état de droit, d'abord démocratique et ensuite social, ce qui va se traduire en matière sociale d'une certaine manière dans une double prédominance, un changement important, prédominance, chemin faisant, du juge sur le législateur et des droits, des droits fondamentaux, des droits sociaux sur les politiques publiques. Et cet élément va être clé dans l'évolution du droit constitutionnel comparé en matière sociale à partir des années 1970 et surtout 80 et 90. Et là, c'est très important parce que, du coup, on comprend qu'à partir du cas particulier de l'Allemagne et du cas exceptionnel, d'une certaine manière, je voyais hier, dans la préface de Dieter Grimm, un peu cette idée exprimée. Donc, il dit d'une manière très belle, la loi fondamentale s'est engouffrée dans ces vides. Le vide, c'est ce qui suit après 1945. Et donc, dans ces vides-là, il y a cette possibilité de création. Mais il faut aussi, et c'est là où on revient à une démocratie par le droit, une démocratie parmi d'autres horizons possibles à partir de 1945, que l'Allemagne incarne une situation très exceptionnelle à ce moment. C'est un truisme, c'est l'Allemagne défaite, c'est l'Allemagne divisée, c'est l'Allemagne occupée, qui rentre en plan de la guerre froide, avec un élément qui est très important en matière de droits sociaux, une gauche relativement faible, ou même très faible, c'est-à-dire une SPD en pleine mutation. La mutation va finir quelques années plus tard dans le congrès de Bad Godesberg, dans un parti communiste, je vais revenir peut-être sur cette question, interdit, et puis où l'ennemi à l'Est, pas ennemi, c'est trop fort, mais en tout cas ennemi en termes de guerre froide, mais l'autre partie de l'Allemagne, la RDA, avance sous la bannière du communisme sur la gauche. Et pourquoi c'est important de rappeler ce truisme? Parce que là, la comparaison peut-être la plus éclairante, c'est avec l'Italie, et plus que la France. Parce que l'Italie, avec la Constitution de 1948, également instaure une cour constitutionnelle, dans une constitution dont l'architecture est différente, mais où la tension se retrouve à l'intérieur de la société, même avec un parti communiste italien, PCI, qui va accepter le compromis démocratique, c'est-à-dire en gros abandonner la voie de la lutte armée, qui encore une fois, ce n'est pas une voie théorique. En Grèce, à quelques encablures de l'Italie, le parti communiste grec fait un autre choix, ce sera la guerre civile, ce sera la défaite. Donc il y a cette situation qui va rendre d'une certaine manière impossible que ce soit l'Italie qui matérialise une cour constitutionnelle modélique, pour ainsi dire. Et donc on voit l'importance, le poids du contexte de l'époque. Mais on peut aller plus loin et on peut considérer que la constitution de l'Italie de 1948, avec la constitution de la 4e République, la constitution de 1946, incarnait un autre constitutionnalisme alternatif au constitutionnalisme allemand, qui était ce constitutionnalisme transformateur. Et c'est là où on voit encore une fois qu'une démocratie
par le droit, ce n'est pas toute démocratie. Il y en avait d'autres démocraties possibles en 1945-1946 qui étaient envisageables et qui finalement vont échouer. Or, restons sur le cas de la France, comme je vous ai dit, la deuxième partie rapidement. Pourquoi il n'y a pas eu de cour constitutionnelle en France en 1946 ? Pourquoi donc, si à un moment donné, parmi les personnages influents du débat constituant de 1945-46, il y a des partisans très fermes en faveur du contrôle des constitutionnalités. Je pense bien entendu à André Philippe, qui va être le président de la commission des constitutions. Et socialiste donc, socialiste plutôt de gauche, résistant, grand résistant, et favorable à ce type de contrôle. Sur un plan théorique, je rappellerai un autre nom, Georges Gurvitch, que défend dans la Déclaration des droits sociaux cette idée que, en réalité, il faut désormais avancer. Il voit un peu l'exemple du New Deal de Roosevelt. Il abandonne un peu le modèle weimarien de Singheimer qui avait beaucoup attiré à l'époque. Et il dit, bon, ben voilà, désormais, peut-être, du moment où on reconnaît des droits sociaux, on doit faire appel à un juge en dernière instance, en cas de conflit. Certes, il y a un problème de culture, on l'a beaucoup évoqué ce matin, la différence entre la France et l'Allemagne. Nous avions, depuis la Révolution au moins, une tradition de méfiance envers le juge. Mais si on compare maintenant Troisième République, surtout après 1918, et République de Weimar, on voit que les positions concernant le contrôle des constitutionnalités, du moins en doctrine, ne sont pas si différentes. C'est-à-dire qu'en France, la situation est très... et une partie de la doctrine, enfin, on pourrait dire la doctrine majoritaire, est favorable à une forme de contrôle judiciaire. L'exception est en quelque sorte Carré et Malbert, mais Duguy, Oriou se montrent favorables à un contrôle incident au moins, tandis que Weimar n'a pas résolu le problème en 1919, que la décision très célèbre de la Reichsgericht en novembre 1924 rend la chose encore plus complexe, puisqu'il y a un peu de télescopage entre contrôle incident des juges et éventuellement la juridiction d'État, les Staatsgerichtshof, et on voit bien pourquoi ces débats, je l'ai rappelé il y a quelques mois dans un colloque où on était avec Aurore, par exemple ces débats Kelsen-Schmitt est tellement confus et c'est tellement difficile de les lire à la lumière des conceptions qu'on a aujourd'hui. Bien sûr, le juge en France restait finalement en retrait, d'autant plus que nous avions une tradition juridictionnelle, non pas judiciaire mais juridictionnelle, à la personne du Conseil d'État. C'est-à-dire une juridiction d'État qui était particulièrement prestigieuse, mais qui était dans la logique que juger l'administration était encore gouvernée. Et donc, or, pourquoi la 4e République, qui va la première, c'est la première des 3 constitutions européennes qui vont naître après 1945, va éviter le contrôle des constitutionnalités. En réalité, il ne va pas l'éviter. On l'oublie souvent. La Constitution de 1946 prévoit une forme de contrôle dans la personne du comité constitutionnel, qui va rendre en fait une seule décision en 1948, mais après, comme vous le savez, la plupart des institutions de la 4e République vont rester un peu dans un blocage. Il va y avoir une révision en 1954, mais ça ne va pas permettre de répartir du point de vue institutionnel. Et puis, il y aura la décolonisation faillie qui va conduire au retour au pouvoir du général de Gaulle et une nouvelle constitution. Mais effectivement, l'article 91 de la Constitution de 1946 avait prévu ce comité. Et c'est là où on voit comment cette constitution, cette démocratie par le droit était une démocratie possible, puisque quelle est la différence? Bon, il y en a plusieurs différences. Il y a une qui est très importante, c'est la différence de composition. Bien entendu, en France, on n'imagine pas un comité constitutionnel composé des juges, des magistrats, et donc ça va être des hautes personnalités de l'État qui vont faire partie, et c'est-à-dire le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Conseil de la République, puis des membres du Parlement, 7 pour l'Assemblée nationale, 3 pour le Conseil de la République. Et ce qui est peut-être plus important encore, c'est que la vision française
va s'orienter non pas à la protection des droits, mais plutôt au problème de la révision de la Constitution. C'est-à-dire à savoir si l'adoption d'une loi par le législatif comporte ou non la réforme de la Constitution et donc qui doit habiliter le processus de révision. Et donc on voit bien que, je pense que dans ces années 1945-46, il y avait deux modèles de démocratie au moins qui pouvaient s'imposer. Un modèle que, comme le cas de la France, misait encore sur la démocratie politique, sur les capacités des chambres, surtout de la chambre basse, parce que le Conseil de la République avait un pouvoir très limité, de modifier les choses, et un projet comme celui du Grundgesetz, qui n'était pas un État, tout simplement, d'imaginer un horizon, avec une Allemagne divisée, on disait tout à l'heure, enfin ce matin, on ne voulait même pas appeler Constitution les textes de 1949, c'était un Grundgesetz, en attendant la réunification et la possibilité d'avoir une Constitution. Mais on voit bien qu'il y avait là un conflit qui était tout à fait intéressant. Ce qui est peut-être plus intéressant encore, c'est qu'on pourra dire, à partir d'un certain moment, à partir d'une série d'évolutions complexes, souvent des évolutions politiques aussi, notamment l'évolution des forces social-démocrates qui étaient porteuses de l'État social, il va y avoir des changements très importants, d'abord en Allemagne, mais ce qui est intéressant quand on revient sur la France, c'est qu'on va garder d'une certaine manière cette théorie qui va recevoir le nom de la théorie de l'aiguillère, c'est sous ce nom-là qui va être popularisé par Louis Favoreux, la vision en fait c'est déjà de Georges Wedel et en réalité reprennent une idée de Hans Kelsen, que cette idée, on va la garder tout de même au moment où on va accepter les concepts d'état des droits et des droits fondamentaux. Et là, on voit bien cette difficulté que le système juridique français n'a pas réussi, à mon sens, à résoudre encore aujourd'hui, c'est-à-dire tout simplement la possibilité d'avoir une cour constitutionnelle qui correspondrait à ces concepts-là. J'ai continué à penser que le Conseil constitutionnel ne fait pas partie de la famille des cours constitutionnelles. En revanche, le modèle allemand, alors, et qui, il faut, si on garde le nom de modèle, il faut le prendre comme tel, c'est-à-dire non plus modèle européen ou modèle autrichien. Ça, c'est les Américains qui nous ont appris ça avec beaucoup de précision. Je pense notamment à Marc Tachnet, qui avait commencé à parler des modèles allemands, en disant que ça n'a pas aucun sens de parler de modèle autrichien. C'est vraiment l'Allemagne qui va refonder. On va donner une nouvelle signification à une cour constitutionnelle. Et là, c'est très intéressant parce qu'on pourra dire ça va offrir une forme de démenti aux thèses de Carl Schmitt qui vont être publiées en 1931 dans Der Hüter der Verfassung. En fait, il a été publié un peu avant, c'était un article paru en 1929. Quand il fait la typologie des États, on oublie souvent que Carl Schmitt ne conteste pas l'idée des cours constitutionnels comme gardiens de la Constitution, mais il dit que ça ne correspond pas avec l'État administrateur qu'est l'État allemand. En revanche, dans un pays comme les États-Unis, la Cour suprême peut être les gardiens de la Constitution, mais parce qu'il s'agit des modèles d'État complètement différents. Alors nous allons avoir finalement, et c'est peut-être une des particularités à explorer toujours du système juridique allemand, nous allons avoir une Cour constitutionnelle qui est dans une position peut-être même de souverain, dans un État qui en réalité n'est pas du tout un État juridictionnel, mais qui est un État social d'un type un peu particulier, qui est en train de modifier. Et là, peut-être on est déjà dans une double transformation, comme nous le montrent les dernières décisions à partir de Lisbonne, les dernières décisions de la Cour constitutionnelle allemande en matière de souveraineté du Parlement allemand. Merci beaucoup, je m'arrête ici.